21h05. Madame, Monsieur, c'est dimanche et comme tous les dimanches, vous avez rendez-vous avec votre émission Scène de presse. Une fois de plus, bienvenue à cette édition de Scène de presse. Sur le plateau, avec moi, Sa Majesté Thérèse Elumba Medjo, sénateur et chef supérieur de premier degré du canton d'Oulibi dans la région du Sud. Bonsoir Sa Majesté et bienvenue sur le plateau. Bonsoir Madame la journaliste. Alors, je signale que vous êtes l'unique femme chef supérieur de premier degré au Cameroun, c'est bien cela? C'est ça. À ma gauche, Drusilla Mokosso, éditorialiste à la CRTV. Drusilla Mokosso est surtout l'une des voix du 17-18 sur les antennes de la CRTV Radio. Drusilla, bonsoir. Bonsoir, Lucrèce. C'est un plaisir de partager ce plateau avec vous. Le plaisir est partagé aussi, Lucrèce. Avec vous, nous parlerons des enjeux du scrutin du 6 décembre prochain dédié à l'élection des conseillers régionaux qui viennent parachever le chantier des institutions tel que voulu par le président de la République, son Excellence Paul Biya, qui, par la convocation des collèges électoraux pour ces élections lundi dernier, tient sa promesse. Ce décret est également synonyme d'accélération de la décentralisation telle que prévue par la Constitution du 18 janvier 1996. Accélération de la décentralisation pour toutes les régions du pays en général et pour le nord-ouest et le sud-ouest en particulier. René Daniel Mintia nous en présentera les spécificités. L'expert en décentralisation sera reçu sur ce plateau par Augustin Guizana, le chef du service politique de la rédaction centrale TV, ici même à la CRTV. Voilà donc pour le sommaire de cette édition de Scène de presse. Sa Majesté Thérèse Elumba Medjo, les collèges électoraux pour l'élection des conseillers régionaux sont donc convoqués pour le 6 décembre. On l'a dit à l'entame de cette émission, le président de la République a tenu sa promesse. C'est bien cela? Effectivement, le président de la République a tenu sa promesse, ses promesses. Parce que le président de la République, son Excellence Paul Biya, c'est un homme méthodique. Il dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il dit. Les institutions qui devaient être mises en place depuis 1996 l'ont été. Il reste simplement les conseils de région. Il y a eu le Sénat. Tout à fait, oui. Dont je suis membre. Le premier Sénat a été mis en place en 2018 et depuis 7 ans, le Sénat fonctionne normalement. Il y a eu le Conseil constitutionnel qui a été mis en place et vous savez que les sages, leurs décisions sont de plus en plus retenues, écoutées, non discutées. Et maintenant, il reste à boucler la boucle avec le Conseil de région, les conseils de région, et c'est ce que tous les Camerounais attendent. Le pied ferme. On espère que le 6 décembre, ces élections vont avoir lieu. Nul doute pour nous qu'elles vont avoir lieu, malgré les sirènes de l'Apocalypse. Sa Majesté, quelles autres observations pourrions-nous faire de l'acte du président? Est-ce le processus de la décentralisation qui amorce déjà sa vitesse de croisière? Eh oui. Après le 6 décembre, nous devons donc commencer à travailler, mais il fallait d'abord mettre sur pied méthodiquement toutes ces institutions. Parce que nous devons prendre maintenant à notre compte tout ce qui a été fait pour mettre les Camerounais résolument au travail. Alors, quel est l'intérêt Majesté, quel est l'intérêt de la tenue de ces élections? Vous avez parlé du parachèvement des institutions telles que prévues par la Constitution de 1996. Mais pour celui qui vous écoute aujourd'hui, quel est l'intérêt
pour le gouvernement, pour les pouvoirs publics, d'organiser ces élections dans le contexte actuel? Quel est l'intérêt pour les conseils municipaux, les conseillers municipaux et les représentants du commandement traditionnel de participer à ces élections? Je voudrais déjà continuer à dire qu'il fallait attendre de recueillir tous les desiderata des populations, parce que vous savez, avec le contexte actuel, il fallait bien prendre en compte tout ce que les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, surtout dans les deux régions du sud-ouest et du nord-ouest, avaient mis sur la table pour que les choses se passent bien. Donc le grand dialogue national a permis de recenser tous ces problèmes. Et je pense, pour ceux qui sont honnêtes, on doit reconnaître que les choses se sont très bien déroulées. Et je pense que tout de suite après, il a fallu tenir compte de tout ce qui a été sollicité pendant le grand dialogue national, ce qui est faisable. Et c'est pour ça qu'après, je crois qu'il n'y a plus trop de revendications. Il faut simplement, on attend juste que les votes se fassent le 6 décembre pour que on prenne les choses de notre côté. Le président aura achevé son travail en ce qui concerne cette mise en place des institutions. Et c'est nous qui devons, c'est-à-dire le peuple camerounais, on doit récupérer ce beau cadeau. Et dans les régions, nous devons nous mettre au travail. Le fait que les chefs, vous avez parlé des chefs traditionnels, déjà il faut se dire que au niveau même des non-chefs, les choses vont être très simplifiées. Oui. La décision, oui. Oui, allez-y. Les décisions ne seront plus prises par le haut, mais les choses vont venir par le bas. Donc, nous pouvons dire que la région qui est prévue et encadrée par la Constitution du 18 janvier 1996 et par la loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées, quelle est la place et l'apport des régions dans ce processus de développement que vous avez commencé à nous citer? Je pense que c'est les régions qui peuvent impulser le développement. Quand je dis région, je pense plus aux communes, parce que c'est 3 structures qui vont évoluer ensemble. Déjà, il y a les communes qui auront plus de pouvoir avec la décentralisation. On leur a donné beaucoup plus de pouvoir. Et ensuite, il y aura la région qui sera entre la commune et le Sénat. Oui. Allez-y, je trouvais que vous finissiez Vous avez fini votre propos? Pas vraiment. Allez-y. Je voulais dire que le Sénat joue le relais entre les collectivités territoriales décentralisées et le gouvernement. C'est-à-dire nous pouvons porter les doléances des collectivités auprès du gouvernement. Et les communes et les régions vont implémenter. Mais tout partira maintenant de la base, même des villages. Tout le monde va participer au développement parce que qu'est-ce qu'on attend? C'est le développement de nos régions, de nos villes, des villages et aussi de notre nation. De notre nation, oui. Alors, vous avez dit tantôt que c'est une élection que tout le monde attend, que tout le monde attendait, que les gens espéraient d'ailleurs voir l'organisation. Mais dans ce concert de satisfaction, il y a quand même des voix discordantes, des voix dissonantes qu'on entend ça et là, surtout celles qui viennent de certains partis politiques. Qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire? Moi, je pense qu'il ne faut pas se laisser distraire par ces personnes parfois qui n'ont rien à voir avec ce qui va se passer. Ceux qui ne veulent pas aller aux élections, ils ont rien fait pour y aller. Donc, ceux qui doivent aller aux élections doivent se concentrer pour que les choses se passent dans les normes et que le Cameroun se mette au travail. Quand vous dites qu'ils n'ont rien fait pour y aller, c'est-à-dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'ils ont boycotté déjà la première élection qui pouvait leur permettre d'aller de concourir à celle-ci. Quand on n'a pas de conseillers municipaux, quand on ne peut pas avoir de conseillers de région, donc vous comprenez que ce n'est pas facile. Mais
je pense que nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Donc, il faut bien qu'on... C'est le cri de détresse qu'ils sont en train de lancer, d'après vous. Absolument. Le cri de détresse que le professeur Famendongo a commenté cette semaine en disant dans une tribune parue dans les colonnes de Cameroun Tribune, tout appel insurrectionnel ou antidémocratique est superfétatoire, dilatoire, incantatoire ou suicidaire. C'est un avis que vous partagez? Je ne peux que partager cet avis, puisque c'est un peu comme la cigale et la fourmi. Ils vont chanter et chanter, mais nous, on est au RDPC, on travaille toute l'année et nous devons cueillir les fruits de notre travail. Donc, on ne va pas se laisser entraîner dans des comportements qui ne sont pas patriotiques. Sauf qu'il y a quand même un certain nombre d'arguments qui sont présentés par ces partis politiques, là notamment l'argument sécuritaire. On sait par exemple que de nombreux chefs traditionnels du nord-ouest et du sud-ouest, par exemple, sont des déplacés internes. Comment font-ils pour participer à ces élections-là, même s'ils le voulaient? Et c'est un argument qui est justement présenté par ceux qui estiment qu'il n'y avait pas lieu de convoquer le collège électoral, les collèges électoraux. Je voudrais vous rappeler que il y a eu les élections présidentielles, la situation était même pire que celle que nous vivons actuellement. Mais les élections ont eu lieu, certains partis politiques dont vous parlez avaient participé à ces élections-là. Et les dispositions sont prises au niveau du gouvernement et même de chaque région, parce que les chefs traditionnels, vous les avez vus en conclave, ça veut dire qu'ils veulent participer. Il ne faut pas qu'on leur prête des idées. Les chefs traditionnels sont partants parce qu'il y va de leur intérêt pour implémenter tout ce que nous avons voté dernièrement. Il faut bien qu'ils siègent quelque part pour pouvoir avoir tout ce qu'ils ont demandé dans le code électoral et le code des collectivités territoriales décentralisées. Mais Sa Majesté, nous ne pouvons pas aussi balayer la frayeur qui existe parmi cette classe de Camerounais. Ils doivent rentrer au pays, ils doivent rentrer au village, ils doivent aller pour chercher, pour poser leur une. Qu'est-ce que ça fait? Parce que le Camerounais lambda, lui, voit ce qui se fait dans le nord-est et le sud-ouest. Il est présent avec cette insécurité. Et ceux chefs traditionnels qui sont ici, qui sont dans d'autres régions du Cameroun, hors le Nosso, savent aussi que c'est l'insécurité un majeur facteur dans ces élections. En tout cas, moi, je sais que j'ai discuté avec plusieurs chefs traditionnels, plusieurs collègues. Ils sont partants. On ne peut pas rester figé. On ne peut pas rester... La peur ne mène nulle part. Parce qu'on ne peut pas avancer si on ne fait pas un effort. Donc, on trouvera toujours un moyen pour qu'ils puissent voter sereinement, j'espère. En tout cas, l'avenir nous le dira. Mais mon souhait, le souhait de tout le monde, des chefs traditionnels, c'est que les choses avancent et qu'elles avancent dans la paix, sereinement. Et nous rappelons très rapidement, Lucrèce, que le ministre de l'administration territoriale avait eu des assises avec ses chefs traditionnels du nord-ouest et du sud-ouest et il les a rassurés de l'appui et de l'accompagnement du gouvernement dans leur acte très important qui est d'aller à la reconstruction de leur communauté. Et surtout du retour en toute sécurité dans leurs différents villages. Je rappelle que dans la deuxième partie de cette édition, nous allons parler des spécificités de ces élections pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest, spécificités contenues dans le Code général des collectivités territoriales décentralisées. Mais il faudrait dire que par ces élections, c'est toute l'architecture institutionnelle prévue par la Constitution du 18 janvier 1996 qui va donc prendre corps dans un État unitaire décentralisé. Confirmation dans ce zooming que nous propose Joseph Clément Ongba.
Ça va. Lentement mais sûrement, le Cameroun parachève la mise en place de l'édifice institutionnel prévu par la Constitution du 18 janvier 1996. De toutes les institutions envisagées par cette loi fondamentale, seuls restaient au tableau les conseils régionaux. Rompus au dossier de la République et dans une démarche qui se veut méthodique, le chef d'État Paul Biya convoque le 7 septembre dernier les collèges électoraux dans chaque département à l'effet d'élire les conseillers régionaux. Ce sera le 6 décembre 2020, une date à marquer d'une pierre blanche dans l'histoire de la modernisation des institutions au Cameroun. Une première dans notre pays depuis 60 ans d'indépendance. Aux côtés de l'Assemblée nationale, le Sénat est à la manœuvre depuis 2013. L'avènement du Sénat rend effectif le caractère bicaméral du Parlement dans un Cameroun qui nourrit la volonté de s'afficher comme un État unitaire décentralisé. Le Sénat est une chambre haute, représentative des collectivités territoriales décentralisées. Et comment oublier l'entrée en scène du Conseil constitutionnel à la faveur de l'élection présidentielle d'octobre 2018 ? L'instance est l'une des illustrations parfaites de la volonté présidentielle de garantir au Cameroun le fonctionnement d'un État de droit. Le Conseil constitutionnel est le fidèle gardien de la constitutionnalité des lois et le juge du processus électoral et référendaire. Proclamé par la Constitution du 18 janvier 1996, le processus de décentralisation se construit à l'aune d'un secret de polichinelle. Les Camerounais brûlent l'ardent désir d'être plus intimement associés à la gestion des affaires locales. Pour approfondir cette décentralisation, un ministère de la décentralisation et du développement local enrichit l'architecture gouvernementale depuis mars 2018. Et puis il y a eu la crise sociopolitique des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Parmi la batterie de mesures prises par le président de la République, l'organisation d'un grand dialogue national. Il est convoqué du 30 septembre au 4 octobre 2019 pour, je cite, apporter des réponses aux aspirations des populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, mais aussi à toutes les composantes de notre nation. Fin de citation. Fidèle aux recommandations de cette grand-messe nationale, le président de la République promulgue le 24 décembre 2019 la loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées. Elle accorde un statut spécial aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en tenant compte des spécificités de leurs sous-systèmes éducatifs et juridiques. Dès décembre prochain, les conseils régionaux vont donner corps à ce statut spécial. Le Cameroun, c'est le Cameroun, avait affirmé un contemporain, comme pour dire que la cité camerounaise a ses valeurs et ses spécificités. Aussi s'attelle-t-il à s'adapter constamment aux contingences de l'histoire et du temps. Retour sur le plateau. Sa Majesté, je rappelle que vous êtes chef supérieur de premier degré et vous êtes l'unique femme à l'être dans notre pays. Il faut vraiment le souligner à grands traits. Alors, mais la question que je voudrais vous poser maintenant, c'est celle de l'enjeu justement de ces élections pour les chefs traditionnels. D'où venez-vous? Comment ça se passait avant? Et qu'est-ce que ces élections-là vont changer dans le quotidien des chefs traditionnels? Merci pour cette question qui est vraiment fondamentale parce que les chefs traditionnels étaient des invisibles parfois. Là, avec l'avènement des régions, les chefs ont eu la possibilité de se concerter ensemble. Ils vont voter leurs propres représentants. Ils ne sont plus mêlés à tout le monde. Parfois, on était un peu à la traîne parce que c'est pas facile. Quand vous avez plusieurs personnes de valeur, les choix sont assez difficiles. Et je pense que le chef va obtenir ses lettres de noblesse avec l'avènement de... Comment ça se passait avant? Vous étiez un peu comme des laissés pour compte? On était un peu des invisibles, c'est juste parce qu'il fallait arborer la tenue de chef, s'asseoir dans certaines régions un peu mieux. Même dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, mes collègues au Sénat, il y a plusieurs chefs de premier degré, il y en a 13 au Sénat. Ils m'ont dit que de notre côté, vraiment, on ne prend pas les chefs en considération. C'est pour ça qu'il leur faut leur House of Chiefs. Et vous voyez que déjà, il y aura une différence. Mais même du côté francophone, il y aura
la possibilité pour les chefs de s'asseoir, de donner leur avis sur plusieurs... de participer même à la prise de décision. Voilà, ils vont participer à plusieurs niveaux à la décision. Et ils seront là pour les consultations, pour les délibérations, la gestion, l'aménagement et autres. Ces attributions, nous voyons, laissent entrevoir que l'autorité traditionnelle, Sa Majesté, est au cœur du développement local. Absolument. C'était pas comme ça avant? Non, ce n'était pas comme ça. Les chefs, à part qu'on disait le chef est un auxiliaire de l'administration. Franchement, on travaillait plus avec les sous-préfets et les préfets. On ne savait même pas trop où est-ce qu'il fallait aller quand on a un programme qui concerne les populations. Maintenant, de plus en plus, il y a plusieurs structures qui permettent quand même que les chefs puissent donner leur avis. Je vous dis que même au Sénat, il y a plusieurs chefs qui ont été cooptés pour la plupart, c'est-à-dire nommés. Par le président de la République. Est-ce qu'il y a déjà les mécanismes spécifiques, Sa Majesté, pour la nomination des chefs traditionnels Non. Dans les institutions? Non, pas dans les institutions, pour être candidat. En fait, c'est les autorités administratives qui s'occupent de ce volet. Parce que certaines personnes concourent du côté des partis politiques. Les chefs doivent choisir entre les partis politiques et l'administration centrale et parce qu'il y a comment je vais appeler ça? Il y aura deux collèges électoraux. Il y aura un collège électoral pour les chefs, les chefs ils doivent choisir le collège électoral des chefs, du commandement traditionnel. Oui. Et un autre maintenant constitue celui-là des conseillers municipaux. Des conseillers, des délégués de départementaux. Voilà, exactement, les délégués des départements. Ce sera effectivement ça. Alors, Majesté, Drusilla a posé la question tout à l'heure du rôle désormais, du rôle plus ou moins central que l'autorité traditionnelle va jouer dans le développement local. Parce que derrière ces régions, derrière l'avènement de ces conseils régionaux, il y a l'enjeu économique. C'est bien cela. Oui, nous sommes plus proches des populations. Les chefs de 3e degré encadrent au jour le jour les populations, même les chefs de groupement, ainsi que les chefs de 1er degré. Chacun à son niveau jouera sa partition maintenant, parce que nous savons au moins que notre voix peut compter. On peut voir les maires. On a demandé même dans la loi que nous venons de voter, que les chefs travaillent avec les communes en étroite collaboration. Donc les projets partiront de la base. C'est pour ça que même les conseillers municipaux devaient être des personnes, pas dire des personnalités, capables d'impulser le développement, de tirer la base vers le haut. Et nous ne devons plus attendre que les choses se passent au niveau du gouvernement, à Yaoundé. Il faut maintenant qu'on voit au plus près les maires et bientôt les régions. Et peut-être qu'avec la possibilité de voir certains aller plus vite que d'autres, on va essayer de se copier les uns les autres. Et peut-être que les choses iront beaucoup plus vite maintenant. L'enjeu étant peut-être aussi de choisir les personnes qu'il faut. Les personnes idoines. Pas juste être chef traditionnel, mais pouvoir apporter un peu plus à votre communauté. On est obligé de tolérer qu'il y ait des chefs traditionnels parce que là, le choix n'est pas fait par tout le monde, par les hommes. C'est fait par la famille et en plus, maintenant, les autorités administratives. Mais il faut qu'on essaye d'améliorer les compétences des chefs qui ne sont pas bien structurés. Il faut c'est ce travail qu'il faut faire maintenant pour renforcer les capacités des chefs. Vous pensez que déjà les chefs n'ont pas ce qu'il faut pour atteindre ces objectifs du gouvernement déjà? Plusieurs ont ce qu'il faut, mais ils étaient en marge
de la gestion des affaires de la nation, oui, de la cité. On va donc marquer un autre arrêt dans cette édition de Scène de presse pour faire le point de l'organisation matérielle du scrutin du 6 décembre prochain. Et nous recevons en focus le directeur général des élections, Éric Essousset. La convocation des collèges électoraux, nous sommes en train effectivement de travailler sur les fichiers des 2 collèges, c'est-à-dire le fichier des conseillers municipaux, c'est issu des élections municipales du 9 février 2020, ils sont déjà bien connus, et le fichier des chefs traditionnels, 1er, 2e et 3e degré. Cela aussi, nous avons déjà le fichier qui nous avait été transmis par le MINAT, nous sommes en train de le traiter pour le mettre à jour. Voilà où nous en sommes pour ce qui concerne les fichiers qui vont être publiés le 22, dans le 22 de ce mois. Les partis politiques sont en train de se préparer pour présenter leurs dossiers le 22 au niveau des départements, et les chefs aussi qui veulent être candidats sont aussi en train de préparer leurs dossiers qui vont déposer le 22 septembre auprès de nos démembrements territoriaux qui ont 5 jours pour nous les transmettre. Nous les aurons le 27 septembre. Nous, à la gestion générale, nous transmettons ces dossiers au conseil électoral qui doit publier donc, les listes acceptées ou rejetées au plus tard le 7 octobre. Il y aura 2 bureaux de vote, un bureau pour le collège des conseillers, des délégués des départements, et un collège pour le collège donc des chefs traditionnels. Ce qui veut dire en d'autres termes clairs qu'il y aura 2 commissions électorales différentes qui vont gérer les 2 bureaux de vote. Nous allons faire des bulletins qui auront des couleurs différentes pour distinguer le collège des conseillers municipaux qui vont élire les délégués des départements et des bulletins qui vont élire dans les chefs traditionnels. Donc, ce qui veut dire que les couleurs seront différentes, aussi bien pour les bulletins que pour les cartes électorales. Voilà, donc nous travaillons donc sur tous ces schémas, qui sont en fait des schémas classiques, mais qui doivent être très précis concernant d'une élection que nous organisons pour la première fois. La suite sur ce plateau de Scène de presse, c'est avec René Daniel Mintia, qui est expert en décentralisation. Bonsoir René Daniel Mintia. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau de la CRTV. Bonsoir Lutre, c'est tout le plaisir pour moi tant l'expertise plurielle est disponible en matière de décentralisation que ma modeste personne ait été choisie. Je peux que vous remercier. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. À ma gauche, Augustin Guizana, le chef du service politique de la rédaction centrale TV, ici même à la CRTV. Bonsoir Augustin Guizana. Bonsoir Lucrèce et bonsoir à René. Je peux l'appeler ainsi. Bonsoir. Bonsoir, Augustin. Alors, les conseils régionaux marquent un retour de ligne d'arrêt roule dans le nord-ouest et le sud-ouest, mais vous dites qu'il s'agit d'une version améliorée de ligne d'arrêt roule de l'époque anglaise. Pourquoi le dites-vous? Quelles sont les avancées qu'on peut observer, notamment avancées contenues dans le Code général des collectivités territoriales décentralisées? Pourquoi dites-vous que c'est une version améliorée? C'est une version améliorée, effectivement, parce que là-dessus, on est vraiment au-delà de l'Indirect Rule. Si nous convoquons d'abord le contexte, c'est que l'Indirect Rule était un système politique colonial qui a été exercé par le royaume d'Angleterre et dans certains États africains et même parfois au niveau de l'Asie. Et on observe qu'ils exerçaient donc ce système politique-là en s'appuyant donc sur les collectivités locales, les chefs traditionnels pour être précis, pour exercer un certain nombre de pouvoirs d'autorité. Évidemment, c'était des questions relatives aux droits coutumiers pour régler un certain nombre d'affaires. Et lorsqu'il y avait antagonisme entre le droit anglais, que je peux appeler comme ça, et les coutumes, c'est bien évidemment le droit de l'impérial du colon qui prévalait.
Et dans ce contexte, je voulais également rappeler que ce n'était pas que l'Inde ou que l'Angleterre pratiquait dans certains pays, pratiquait également l'administration directe comme en Afrique du Sud, d'où l'apartheid. Et donc, lorsque j'examine ce constat, ce contexte, c'était dans les relations entre l'impérial, le colon et les indigènes. C'est plus le cas aujourd'hui. Nous sommes dans un État indépendant où nous avons un pouvoir des autorités qui ont été élues par les populations. Ce sont des autochtones qui gèrent aujourd'hui. Le président est un autochtone, le premier ministre, c'est plus des Anglais. Donc, c'est une relation entre les gouvernants et les gouvernés d'un même territoire. Et il s'installe donc fatalement entre l'État et les CTD, ce qu'on appelle l'autonomie, et dans les relations de partenariat. C'est différent. C'est un plus. C'est un plus également lorsqu'on considère ce qui constitue la substance des libertés, le partage des pouvoirs entre un gouvernement central et des entités infra-étatiques. Et là, vous allez observer que si vous téléchargez sur Internet la loi qui régissait la Constitution du Cameroun en 1961, vous faites ce que nous appelons en analyse des politiques publiques, l'analyse de la plus-value, vous comparez les compétences de l'État central et ce qu'on donnait aux États fédéraux à l'époque, et vous comparez aujourd'hui entre les compétences que l'État central veut envoyer aux régions. C'est l'inverse. Il y a plus de liberté aujourd'hui, plus de pouvoir. Donc, il n'y a pas de comparaison possible. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est un plus, c'est des choses que les chefs avant, pendant l'Indalroute, ne rêvaient peut-être même pas un jour prendre des décisions. Donc, fatalement, dans le cadre de l'accélération de la décentralisation du Code général et tout l'ensemble des dispositions qui régissent, n'est-ce pas, le droit objectif dans notre pays, c'est des avantages, c'est des progrès unis. Et il faut simplement remercier les pouvoirs publics et le chef de l'État et toute cette communauté universitaire qui a contribué à ces avancées significatives. René Daniel Minsia, vous parlez de la décentralisation, vous dites que ça va au-delà de ce que les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest avaient vécu pendant l'époque de l'État fédéral. Aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qui fera en sorte que les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest se retrouvent dans leurs spécificités différentes de l'époque de l'État fédéral? Qu'est-ce qui va faire la différence? Il faudrait revenir sur les dispositions constitutionnelles, l'article 62 sur lequel on s'est basé. Certainement, l'État s'est basé pour articuler le régime dérogatoire que prévoit le Code général. C'est qu'il y a un principe celui de la libre administration des collectivités par des organes élus. Et donc, la Constitution a prévu que c'est à ce niveau donc, de l'organisation et du fonctionnement de ces organes élus-là qu'il faut tenir compte des spécificités dans ces deux régions. Lorsque vous faites donc une analyse comparative, vous verrez que dans le nord-ouest et le sud-ouest, vous avez certes une assemblée régionale, cependant il y a une forme de bicaméralisme qui s'introduit. Vous avez dans un premier temps ce qu'on va appeler la House of Divisional Representative, la chambre des délégués de département, 70 délégués, et vous avez la House of Chiefs, c'est-à-dire les 20 chefs traditionnels. C'est ce qui se faisait avant parce qu'il fallait reconduire la House of Chiefs, et ce n'est pas le cas dans les autres régions du pays où c'est le conseil régional qui n'a pas ces spécificités. Les spécificités ne s'arrêtent pas là puisque ça continue au niveau de l'organe exécutif. Vous avez là vraiment la prise en compte des typologies anglo-saxonnes, c'est que nous avons un conseil exécutif régional. Dans les régions francophones, l'organe exécutif, c'est le président régional. On peut dire que c'est un individu. Mais dans les parties anglophones, nord-ouest, c'est un conseil exécutif régional qui comprend donc, vous avez un président, un vice-président. Et là, encore une autre spécificité, c'est que vous avez 3 commissaires qui sont dans ce bureau, ce qu'il n'y a pas dans les régions francophones, et puis vous avez 2 secrétaires et un questeur. Et les 3 commissaires sont tous élus comme le président, le vice et les questeurs par l'Assemblée régionale. Et là, ça veut dire que la prise de décision sera un peu plus participative que dans les autres endroits, dont une gouvernance démocratique locale un peu plus accentuée. Et bien évidemment, lorsque plusieurs personnes sont associées dans la prise de décision, en théorie, c'est que la décision là, elle sera bonne. Et si elle les essaie, elle produira les effets. Je voudrais que vous arrêtiez, permettez une seconde, que vous arrêtiez une seconde sur la House of Chiefs dont on entend tellement parler. Qu'est-ce qu'elle apporte dans le dispositif organisationnel de ces régions-là? Il faudrait déjà restituer les chefs dans leur contexte. Ce sont les garants de la tradition.
et des experts l'ont démontré, pour se développer, pour faire l'innovation, tout pays doit se tenir compte de sa culture. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la croyance, la théorie du changement qui se cache derrière notre politique de décentralisation veut prendre appui sur nos valeurs culturelles, sur nos valeurs ancestrales coutumières, tout au moins celles qui sont bonnes, qu'elles servent et faire un bon maillage avec d'autres éléments de civilisation que nous avons eu à acquérir tout au long de notre histoire. C'est très important. C'est très important également parce que dans ces régions, lorsque dans mes recherches, j'ai toujours eu à discuter avec ces chefs, le chef traditionnel dans ces régions n'est pas aussi comme dans les autres. C'est quelqu'un vraiment d'écouter, c'est quelqu'un qui est considéré. J'ai par exemple appris que dans ces régions-là, il est difficile qu'une élite s'asseye pour présider les travaux, alors qu'un chef traditionnel est là, l'élite fondamentalement se lève et cède la place. Donc, ce sont ces valeurs traditionnelles, ce sont ces valeurs coutumières. Nous sommes des Africains qu'on voulait mettre aussi en exergue et faire donc un bon maillage entre ces valeurs pour pouvoir créer de la plus-value au niveau régional et forcément au niveau national et donc faire en sorte qu'on puisse atteindre cette émergence que les pouvoirs publics ont dessinée à l'horizon 2035. René Daniel Minsia, oui, Lucrèce. Alors, les gens se posent des questions, vous évoquez bien cette décentralisation, mais concrètement, qu'est-ce que le citoyen peut attendre? Comment est-ce qu'il va comprendre le pouvoir, la différence entre le pouvoir central et le pouvoir décentralisé au niveau des régions du nord-ouest et du sud-ouest d'un côté et de l'autre dans les 8 autres régions du Cameroun? Là aussi, c'est une spécificité parce que lorsque vous voyez l'architecture organisationnelle et même fonctionnelle dans ces deux régions, il y a quelque chose que la loi introduit qu'on appelle le PIC, le Public Independent Conciliator. Excusez-moi. En réalité, c'est le médiateur. Déjà, les politiques publiques, on le sait par essence, ce sont des outils qu'on utilise pour la médiation sociale. On essaie de discuter ensemble, mais ce qui est spécifique là-dessus, c'est que ça n'existe pas dans les autres régions. Le public indépendant, le médiateur comme vous l'appelez, n'est rien d'autre que le représentant de la société civile. Et lorsque vous lisez ses attributions dans le code, il est chargé de faire la médiation, il a un pouvoir de recommandation et pour publier, c'est une haute personnalité qui est nommée sur la base de son intégrité, de son indépendance. Et donc, il doit est élu pour un mandat de 6 ans, c'est bien cela? Il est nommé, bien évidemment, nommé pour un mandat de 6 ans non renouvelable. Par le président de la République, évidemment. Il faudrait peut-être que je sais, mais ça doit être certainement cela. Ce que je voulais dire, c'est que il va donc être ce corps intermédiaire. Les chefs traditionnels, forcément, vont être les défenseurs de leurs coutumes, de leurs droits, d'autres valeurs. Les hommes politiques qui vont venir ont fait des promesses à leur population. Ils sont dans des partis politiques qui sont en quête de l'électorat. Mais cet homme ne sortira pas du ciel quand même. Il ne sortira pas du ciel, bien évidemment. Il sortira du territoire et ça devra être quelqu'un qui est indépendant. Il est proposé par qui? Il est proposé par le président de la République, le nomme après une consultation entre le gouverneur de la région concernée et le président du conseil exécutif régional. Et là, ça se passe d'ailleurs sous d'autres cieux. Sous d'autres cieux, ce n'est même pas une seule personne. C'est des conseils généralement qui le font. Donc derrière cette dynamique de la participation citoyenne, les populations vont se retrouver. En dehors du public indépendant, il faut revenir sur le principe général que le Code pose, qui est celui de la participation citoyenne à tous les processus de prise de décision. Planification, programmation, budgétisation, contrôle. Donc forcément, par rapport aux autres régions, ils ont au niveau du nord-ouest et du sud-ouest un plus qui doit pouvoir favoriser la participation des citoyens dans la prise de décision et donc ressentir que cette régionalisation-là est effective, en plus des chefs qui sont les relais des populations, plus proches des populations, et forcément de ces hommes politiques qui sont les délégués du département. Pour avoir travaillé dans ces régions, dans l'une de ces deux régions, ces 6 dernières années, j'ai remarqué qu'il y a comme un conflit de compétences entre les chefs traditionnels, les exécutifs municipaux d'un côté et les autorités administratives de l'autre. Est-ce que ce statut spécial-là vient trancher à peu près le débat? Effectivement, il ne vient pas trancher. Je ne voudrais pas être sûr et certain d'un certain nombre de choses, mais il vient, je préfère le mot contribuer
à l'amélioration de ces relations, simplement parce que la décentralisation, c'est la communalisation en bas, c'est la régionalisation. Et dans la communalisation, certes, il y a des compétences transférées en matière culturelle, mais les chefs traditionnels n'avaient pas une place de droit. Par contre, lorsque nous tombons dans la régionalisation, dans le transfert des compétences de l'État vers les régions et l'exercice proprement dit de ces compétences-là pour impulser le développement local, on trouve que les chefs traditionnels ont désormais une place de droit. Je pense que c'est une avancée. Et dans les compétences, il y a des choses sur lesquelles les chefs traditionnels devraient nécessairement se prononcer. Alors nous allons revenir sur les compétences dans la deuxième partie de cet échange pour écouter entre-temps d'abord, le temps d'écouter autant pour moi, les journalistes dans la rubrique édito avec les conseils régionaux. C'est le processus de décentralisation qui est parachevé, c'est ce que les experts nous disent, c'est ce que René Daniel Mintia nous dit sur ce plateau. Mais qu'est-ce que les journalistes en pensent? La question leur a été posée par Michel Renaud Owanja. Réponse dans la rubrique édito. À tout de suite. C'est une réelle accélération de ce processus qui, comme vous le savez, a été lancé il y a une dizaine d'années et qui évolue par étapes. Cela dit, l'élection nous donne les hommes. Il faut d'ailleurs que les hommes soient les hommes qui sont capables de relever le défi, de comprendre quelles sont les aspirations des Camerounais à la base. C'est le maillon qui manquait pour que la décentralisation soit vraiment, qu'elle aboutisse. Avec cette phase, ce transfert-là va être définitif pour les secteurs qui ne le sont pas encore, mais davantage que les moyens destinés aux collectivités décentralisées vont être mis en place pour le bien de nos populations. Il y a un travail de communication qu'il faut continuer à faire pour expliquer aux populations et curieusement à des leaders politiques ce que sont exactement ces élections régionales. Il faut que les hommes qui sont chargés d'effectuer ces transferts de compétences le fassent et de manière honnête. Parce que oui, on peut avoir les hommes, s'il n'y a pas transfert de compétences, ça ne va pas donner. La réalité, c'est quoi? C'est les délégations de compétences, les délégations de ressources pour que les régions puissent effectivement fonctionner pour les populations. Il y a les délégués départementaux avec les délégués régionaux qui viennent de au moins les 360 arrondissements du Cameroun. Ça nous donne pas mal de personnalités qui viennent de la base pour mieux exprimer les aspirations des Camerounais qui sont à la base. Si cela se fait dans cet état d'esprit et dans cette manière, cette approche-là, je suis sûr que nous allons avancer. La principale revendication, c'était que les gens veulent gérer au plus près leurs propres affaires. Maintenant qu'on va pouvoir permettre aux collectivités locales décentralisées de régler les problèmes à la base. Et donc, les responsables territoriaux vont être les principaux dignitaires du coin et le problème devrait être réglé. Et encore une fois, si c'était réellement ça, le fond du problème au départ. Alors, René Daniel Mintia, de quelles compétences supplémentaires les régions du Nord-Ouest disposeront après les élections du 6 décembre prochain? C'est exactement de manière concrète, tel que contenu dans le Code général. Si on raisonne suivant l'approche de dénombrement cartésienne, donc c'est exactement 3 compétences qui s'ajoutent, en plus des 73 qui sont des compétences générales pour toutes les régions. La première, c'est que... Si je vous comprends bien, les autres régions ont 73 compétences qui leur sont désormais dévolues. Mais pour le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, il y a 3 en plus. Il y a 3 en plus, effectivement. Donc, elles ont 76, c'est cela? Et c'est 76. Je raisonne là vraiment comme un cartésien, c'est le dénombrement parce que c'est un peu plus complexe que ça, surtout dans la mise en œuvre. C'est 3 qui s'ajoutent. La première, c'est que les régions du Nord-Ouest
et du Sud-Ouest devraient systématiquement être consultés par l'État central pour l'élaboration des politiques en matière d'éducation dans le sous-système anglophone. La deuxième, c'est que le ministère de l'administration territoriale qui gère les questions de collectivité, pour toutes les questions de statut de la chefferie traditionnelle, il faut consulter ces régions. La troisième, c'est que désormais, elles ont, par rapport aux autres régions, la capacité de créer et de gérer ce qu'on va appeler les missions d'aménagement pour le développement. Dans le Nord-Ouest, je crois, je peux me tromper. Et à Mideno, voilà. C'est des choses qui doivent désormais, dès janvier, qui doivent tomber sous le giron du Conseil régional des régions, je crois, du Nord-Ouest. S'il y en a également dans le Sud-Ouest, c'est la même chose. Ce qui ne serait pas le cas dans une région comme celle de l'extrême Nord, où il y a, je crois, la mission d'aménagement des monts Mandara, quelque chose comme ça. Elle va peut-être continuer. C'est vrai qu'il faut s'interroger pourquoi conserver, mais comme on parle des spécificités pour faire des comparaisons, voilà les 3 compétences qui s'ajoutent. Maintenant, le code prévoit qu'elles peuvent être consultées. Là, je dis bien peuvent. L'État peut donc les consulter pour l'élaboration des politiques en matière judiciaire et notamment en ce qui concerne le common law, et puis peuvent contribuer également dans la gestion des services régionaux de leur coin. Ça, je dis bien peuvent, c'est ça. Mais les 3 sont obligatoires. Rien ne doit plus être pris ou décidé au niveau de l'État central sur ces 3 éléments, sur ces 3 politiques des domaines, sans consulter les régions en cause. Quand vous dites les consulter, ça se passe comment? De manière schématique. La consultation, il y a 2 assemblées, la House of Chiefs et la House of the Representatives. Le pouvoir central contacte qui? Le pouvoir central, le président du conseil exécutif régional, c'est lui, le chef de l'exécutif de la région. Donc c'est forcément lui, si c'est un projet de décret, si c'est une étude, s'il faut inviter quelqu'un. Et lui, à son tour... Je voudrais bien qu'on s'entende sur cette question. Est-ce qu'il y a un cadre institutionnel qui a été prévu pour ces consultations-là? Le cadre y est d'abord au niveau de l'organe délibérant. Le représentant de l'État, qui est le gouverneur, siège systématiquement. Il est le relais, le seul interlocuteur entre l'État central et la collectivité. Il y a ce cadre. Bien évidemment, peut-être qu'il pourrait y avoir des textes d'application qui pourraient mieux aménager, mais le principe est déjà posé, c'est que pour ces 3 éléments, il faudrait que le conseil régional, ces régions-là, si c'est un aspect qui concerne les chefs traditionnels, j'imagine que le vice-président du conseil régional dans ces régions étant le chef traditionnel selon le code, c'est peut-être lui qui sera consulté et que lui aussi ne va peut-être pas se lever pour aller comme ça. Il va certainement consulter la House of Chiefs ou ses collègues. Mais c'est des principes, il faudrait peut-être voir est-ce qu'il ne serait pas important de harmoniser cela dans un texte qui régit donc cette navette, ces relations. Mais il y a déjà un cas de gouverneur le ministre ou ne saisira pas le conseil comme ça. Peut-être qu'il faut, sans vous interrompre, spécifier quand même que le Code des collectivités territoriales décentralisées a prévu que la House of Chiefs peut se réunir en interne ou bien conjointement avec la House of the Representatives sur certaines questions. Effectivement, nous étions là en train de décrire les spécificités attributives sur le plan général. Lorsque vous entrez maintenant dans les termes de l'organe délibérant qui est donc cette assemblée régionale, vous avez donc ce que j'ai appelé la House of Chiefs et vous avez donc l'assemblée des délégués de département. Les 2 se réunissent ensemble lorsqu'il s'agit des séances d'ouverture et de clôture de la session. Mais elle travaille séparément, la chambre House of Chiefs étant présidée par le vice-président, pour s'occuper également, se prononcer sur toutes les compétences générales de la région transférée et de façon spécifique, elle doit émettre un avis conforme. Donc, sur ce que vous évoquez, la question de l'organisation des chefferies traditionnelles, la question de la gestion des monuments, sites et vestiges historiques qui sont dans la localité, la question de l'organisation des journées culturelles, des festivités culturelles dans la région et également la traduction des éléments de la tradition orale. Les traduire, il faut les consulter. Ça, c'est systématique. Donc, c'est comme ça que ça va se passer de par cette architecture
l'architecture, il faut reconnaître là que les rôles me semblent être bien définis et ainsi que les attributions. Bien évidemment, la perfection n'est pas de ce monde. Il y a certainement des limites. Peut-être que lorsqu'il faudra passer à la pratique, il va falloir que ceux qui sont chargés de l'élaboration de ces textes et autres, le gouvernement, avec l'appui de la communauté universitaire et d'autres, puissent les enrichir. Place maintenant à la revue de presse, une signature de Daniel Menanga. On va retrouver Daniel Menanga dans quelques instants. Daniel Menanga qui nous fait revisiter les faits majeurs de la semaine. C'est donc dans cette revue de presse. Cette semaine, l'annonce du rendez-vous de l'année, les élections régionales du 6 décembre. Date fixée par décret présidentiel le 7 septembre 2020. Explication du processus dans les colonnes de Cameroun Tribune. En un mot, le conseil régional est au cœur du développement local. Il détient aussi tous les leviers pour transformer le quotidien des populations à la base. Mais que se passera-t-il donc d'ici le 6 décembre 2020? S'interrogent tous les Camerounais et mutation à l'issue de la convocation des collèges électoraux par le président de la République. C'est que, quelques jours plus tôt, le leader du MRC a promis de déclencher une insurrection si l'ultime étape pour la tenue des élections était franchie. Et les partis politiques fondeurs devront faire face aux muscles d'Atanganji. Le ministre de l'administration territoriale qui a convoqué la loi, je cite, est puni d'un emprisonnement à vie celui qui en temps de paix entreprend par quelque moyen que ce soit de porter atteinte à l'intégrité du territoire. Entre-temps, le jour voit déjà se dessiner le rafle du RDPC au vu de ses résultats aux dernières élections municipales. Faut pas croire, nuance Cameroun Tribune, par 7 ans de manœuvre. On s'active au sein des partis politiques et du commandement traditionnel pour définir les critères de sélection. Le parti de l'Alliance libérale, le mouvement patriotique pour un Cameroun nouveau, l'UNDP et le PCRN confirment déjà leur présence. Au sein du commandement traditionnel, l'engouement est tel qu'il crée des vagues. Illustration dans les colonnes de mutation avec l'affaire Chefferie Besseke 2, tranchée par le gouverneur de la région du littoral. Samuel Dieudonné Iva Adiboa qui a par l'occasion redéfini les notions de chef administratif et chef traditionnel. Repositionnement aussi dans les QG des partis politiques relayés par Le Jour. Sambaka, premier vice-président de l'Union démocratique du Cameroun, démissionne. Au RDPC, c'est le déluge des sanctions au parfum de règlement de compte, au goût de mutation. En tout, ce sont 78 militants sanctionnés dans 9 catégories, dont une exclusion définitive, récapitule Cameroun Tribune. Le cœur de la capitale, lui, valsait déjà avec les inondations. Et c'est une alerte de mutation sur les risques du débordement des eaux. Dans les 7 arrondissements de Yaoundé, des efforts barrières entre stratégies de résilience et opérations de déguerpissement. Il en faut plus dans l'extrême nord, voilà qui justifie la mission interministérielle sur les lieux du sinistre. Réconfort du président Paul Biya, annonce de perspectives prometteuses, reconstruction du pont Misao jusqu'en mai 2021, reconstruction rapide du pont de Palar, effondré, entre autres. Retour sur ce plateau, nous poursuivons cet échange avec René Daniel Mitia, expert en décentralisation. Alors, comment rendre ces différents organes, on va dire, opérationnels dès le lendemain des sessions de plein droit? Comment les rendre opérationnels en dehors des aspects qui peuvent concerner, j'appellerais ça comme ça la quincaillerie, c'est-à-dire peut-être les bureaux pour se caser, pour tenir les premières réunions, j'imagine, les tenues, ce qu'on appelle les attributs, un tas de choses. Vraiment, j'appelle ça dans mes modestes recherches la quincaillerie, c'est pas trop ça l'important. Mais l'important, c'est d'entrer effectivement dans la gouvernance régionale, l'exercice proprement dit de ses compétences. Comment? Lorsqu'on sait par exemple qu'en 2010, il y a eu
des retards dans le transfert de compétences? Comment c'est que nous sommes en phase d'accélération et il faut que toutes les administrations qui sont concernées se comportent comme des accélérateurs. Il n'y a pas d'accélération sans accélérateur. Donc s'il faudrait que dès le mois de janvier, les gens exercent, nous avons 3 mois et que les gens se dépêchent un peu, l'inertie que le président de la République décrit très souvent doit un peu être mise dans les tiroirs. Et donc comment c'est que si jamais il y a des textes qui doivent être publiés, que les uns et les autres se dépêchent de le faire. La deuxième chose, c'est que il va bien falloir que d'après les premiers jours de leur exercice, qu'ils commencent à exercer des compétences qui siègent. Il faut éviter l'oisiveté. J'ai donc un regard à l'endroit du plan de restructuration que le gouvernement est en train de mettre en place de reconstruction. Merci Augustin. C'est que si jamais dans ce plan il y a des actions, des activités qui tombent dans le giron des compétences transférées aux régions, mais qu'on commence par là. Donc la loi de finances qui va être examiné à l'Assemblée doit être un signal très important. Je propose, de par mes modestes analyses, qu'on commence avec ce plan de restructuration. Ça veut dire simplement, on l'observe. On a passé la phase des conférences, je crois, budgétaires, quelque chose comme ça, le débat d'orientation budgétaire, tout ce qui va concerner les régions et qui a déjà été mis dans le PAP, qu'on fasse comme on avait fait en 2010. Je dois d'abord remercier, dire que vraiment le destin est quelque chose de fort parce que j'avais assisté à ces choses-là en 2009 lorsque le processus commençait. C'était le ministre Paul Tasson justement. Et la technique face à cette situation, c'est que tout ce qui concernait les projets PPTE, on avait évacué ça rapidement pour conférer ça aux communes. Si vous voyez la loi des finances de cette année. C'est pour ça que je convoque donc ce plan de restructuration. On présente la région comme étant la solution au problème dans le nord-ouest et il y a un plan, s'il y a donc là-dedans des actions qui sont déjà budgétées avec des ressources mobilisées pour que les gens ne soient pas oisifs, on commence à capter et on tombe. Même chose pour les départements ministériels qui sont concernés, qu'on y arrive et que le principe de progressivité sur lequel les gens s'arc-boutaient pour prendre du temps, il a été évacué par le code. Parce qu'il faut accélérer, et donc il faudrait qu'on soit courageux et que l'État lui-même soit conséquent, de peur que cette accélération, cette régionalisation ne se présente finalement comme une incantation. Doit-on ressentir quelque chose à partir de la session parlementaire, à partir de Évidemment, une loi de finances, c'est une loi. Donc s'il y a des choses à faire, qu'on le fasse au cours de cette session. Si on loupe ça, ce que je dis, c'est que autant on avait pris du retard inutilement, parce que si on est accéléré aujourd'hui, c'est parce qu'on a pris un retard qui nous a fait sortir de la trajectoire. Donc, s'il va falloir recommencer avec les mêmes choses, on tombera sous la loi physique, scientifique, selon laquelle, dans les mêmes conditions de température et de pression, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Je voudrais juste vous poser une dernière question, René-Daniel Mintia. Vous avez beaucoup parlé des textes complémentaires. Est-ce que cela signifie que le cadre réglementaire dont nous disposons actuellement n'est pas suffisant? Est-ce qu'il faut d'autres textes? Ce n'est pas dit qu'il n'est pas suffisant, c'est simplement que lorsque quelqu'un, toute personne, dans mes recherches, je le fais, j'analyse, il y a environ 33 ou 34 renvois. La majorité de ces renvois concernent les ressources, c'est-à-dire qu'il faut encadrer un certain nombre de choses pour que les collectivités, les régions à venir et même encore les communes sur certains angles disposent des ressources nécessaires à cet effet. Je dois également relever que ce n'est même pas trop les choses trop complexes, c'est 10 régions, c'est 10 conseils régionaux. Si on fait des sommations, c'est tout au plus 100 personnes dans la totalité qu'il faut trouver. Donc, ce texte-là sur l'encadrement, c'est pour ça que j'ai évoqué tantôt la loi des finances à venir. Parce que pour le moment, nous sommes sous le coup de la loi qui a été votée. Il faudrait qu'un signal fort soit pris dans le cadre de cette loi, que les Camerounais, lorsqu'ils vont lire cette loi des finances, qu'elle traduise cette détermination gouvernementale à accélérer dans la phase régionale et donc à mettre rapidement en place dès le mois de janvier, février, les régions, les conseils régionaux, les exécutifs et autres pour que ceux-ci puissent travailler. Si ce ne sera pas le cas, on va recommencer encore le train habituel, ce que nous appelons dans l'analyse des politiques publiques en sciences publiques, la mise en œuvre administrative des politiques publiques où on passe dans un sempiternel processus d'organisation, on met un comité, on fait un texte, on le relit, on le renvoie, on avance, finalement on ne produit pas l'action, les effets de l'action publique et là les populations commencent à vous dire nous ne ressentons pas votre décentralisation. Voilà, c'est bien noté, René-Daniel Mintia. Nous retrouvons un autre Daniel, ou plutôt une autre Daniel Menanga, cette fois pour les unes du lundi. Bonsoir Daniel.
Bonsoir Lucrèce, bonsoir aux panélistes, chers téléspectateurs, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. On commence avec Cameroun Tribune et cette annonce au colloque sur les 60 ans d'indépendance. Paul Biya invité, porteur d'une invitation du président Denis Sassou Nguesso à son homologue camerounais pour la rencontre prévue le mois prochain à Brazzaville. Le ministre congolais des Affaires étrangères, Jean-Claude Gakosso, a été reçu au Palais de l'Unité ce samedi par le président de la République. À lire des pages 2 à 3. Ladies News, poliovirus sauvage, Stanley Eno, à pied d'œuvre, l'ambassadeur national auprès de l'UNICEF pour la lutte contre la poliomyélite au Cameroun, a pris le taureau par les cornes dans un périple qui l'a mené tour à tour dans 2 villes, à savoir Yaoundé et Douala. Autre bataille, celle du coronavirus. Mutation, note que les barrières tombent, port du masque, distanciation physique, lavage des mains. Les consignes de protection de plus en plus bafouées, les bonnes vieilles habitudes ont repris le dessus alors que le combat contre la pandémie n'est pas gagné. L'économie report, programme spécial, une conjoncture économique préoccupante à l'extrême nord. Le gouvernement se penche enfin sur les problèmes de développement dans cette région après avoir mis l'accent sur les questions sécuritaires depuis le déclenchement de la crise de Boko Haram. Intégration s'intéresse à la crise dans le nord-ouest. Cette fois, la bataille de Bamenda, le cru et le cuit américain. L'armée camerounaise et les séparatistes fourbissent leurs armes pour le contrôle de la capitale du nord-ouest. Les populations prises entre 2 feux. Tout un dossier de 10 pages à lire dans le journal de Thierry Ndong. Défi actuel poursuit le débat sur les sanctions au RDPC et y voit des manœuvres et du grand cafouillage. Le journal de François Bambou déclare que la commission Moussanga a fauté en sanctionnant des personnes n'appartenant pas au RDPC. Réaction à lire en page 3. Pour Repère, c'est en fait le temps des marchandages au RDPC. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais est en plein processus de sélection de ses candidats pour les premières élections régionales jamais organisées au Cameroun. Opération d'investiture qui charrie déjà des petits arrangements de toutes sortes. Détail en page 2 de l'hebdomadaire. And then the Guardian Post about announced nationwide protest. Government swings into action against MRC. Bans unauthorized public manifestation to be continued. Lucas. Merci Daniel pour la une des journaux, les unes des journaux. Autant pour moi, madame, monsieur, c'est la fin de cette édition de Scène de presse. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Merci messieurs d'être venus. Merci à tous nos invités. Rediffusion de Scène de presse ce lundi à 21h30 sur les antennes de CRTV News. La presse quitte la scène. Merci, bonsoir.